Dans un contexte d'alimentation, il y a un âge où c'est normal pour un enfant d'être difficile. Il y a un âge auquel on s'attend à ce qu'il soit plus à l'aise avec une variété d'aliments, donc qui ait un plus grand répertoire. Lorsque ce n'est pas le cas, il y a plusieurs raisons qui peuvent sous-tendre ça, une sélectivité alimentaire. Et une d'entre elles, c'est une difficulté avec les mouvements de la bouche, des lèvres, la langue. Donc, imagine si chaque repas était comme une séance d'entraînement au gym. C'est sûr que ça porte à vouloir, à se limiter un petit peu finalement. Alors, sur Bouger pour grandir, parce qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pas que les jambes et les doigts qui bougent. Dans cet épisode, on va profiter de l'expérience de Marie-Pierre Aymon, ergothérapeute, pour explorer la motricité orale dans un contexte d'alimentation et évidemment d'ergothérapie. Marie-Pierre est ergothérapeute en pédiatrie depuis 2011, donc elle pratique depuis 13 ans. Son dada est l'alimentation pédiatrique, surtout avec les enfants autistes ayant une sélectivité alimentaire. Et elle est aussi maman de 3 enfants. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Marie-Pierre! Allô Josiane! Je suis vraiment heureuse de t'avoir avec moi ce matin pour parler d'alimentation et de sélectivité alimentaire. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, en ce moment, tu travailles où? Moi, je travaille en ce moment à la clinique pédiatrique de dysphagie d'ergothérapie qui est à Brossard. C'est une clinique privée qui est exclusivement destinée aux enfants qui ont des problématiques d'alimentation. Donc, je travaille là depuis 10 ans, pardon. Et je travaille maintenant depuis peu dans le réseau public à Saint-Jean-sur-Richelieu. Autrement dit, c'est à ces endroits-là qu'on peut te retrouver pour bénéficier de ton expertise en alimentation. Exact. OK, on se lance. C'est quoi la motricité orale? Qu'est-ce qui fait partie de ça, Marie-Pierre? La motricité orale, ça relève de la langue, des joues, des lèvres et de la mâchoire. Et pourquoi c'est important pour l'alimentation? C'est important parce qu'on a besoin de tous ces muscles-là, donc pour manger, oui, mais pour boire, pour avoir de la succion, quand on parle d'un bébé qui a besoin de boire soit au sein ou au biberon. On a besoin de ça pour souffler des bulles, on a besoin de ça pour embrasser, pour bâiller. Donc, cette motricité-là ne relève pas seulement... de l'alimentation. Non, exactement. Et lorsque on avale, ça fait-tu partie de la motricité orale aussi ou c'est un autre type? Non, je pense que ça pourrait entrer dans la déglutition, en fait, est nécessaire, relève aussi de la langue et de la fermeture des lèvres. Donc, on a besoin de toutes sortes de muscles et de nerfs pour arriver à avaler et à mastiquer. OK. Alors, tu me parlais d'allaitement. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça se développe? Quand le bébé naît, quel niveau de compétence il a avec sa motricité orale et comment ça évolue? Bien, en fait, ça commence dans l'utérus. Là. Déjà, là, avec quelques semaines de gestation, on développe certains réflexes et tout ça. Donc, dès la 9e semaine de gestation, on a certains réflexes qui entrent en ligne de compte. La succion du pouce se passe même à partir du 4e mois de gestation. Et la déglutition aussi est à partir du 11e, entre le 11e et le 17e mois de gestation. OK. Après ça, bien, à partir de la 32e semaine de gestation, donc certains bébés sont nés à ce moment-là. Oui. Il y a d'autres choses là, qui se développent là, par la suite, comme le réflexe de vomissement, la succion aussi, là, réflexe, tout ça. Donc, ça se développe après. Fait que les réflexes, c'est quand les mouvements se font comme d'une manière automatique. Exactement. Donc, si on parle, par exemple, de la succion, le réflexe de succion est présent entre le 2e et le 5e mois de vie et il assure la prise des liquides. Donc, que ce soit au biberon ou au sein, bien, on a besoin de ce réflexe-là quand on est pour être capable de s'alimenter. Oui, tout à fait. Exactement. Et par la suite, après le 5e mois de vie,
le réflexe n'est plus réflexe. Donc, le bébé a besoin de développer des compétences pour être capable de s'alimenter. OK. Donc, tu nous as dit qu'à partir d'environ 5 mois, ça devient intentionnel. Est-ce que ça veut dire que l'enfant a une motricité orale mature à ce moment-là ou ça va continuer de se perfectionner? Effectivement, ça va continuer de se perfectionner parce qu'à 5 mois, l'enfant n'a pas une mastication mature, n'a pas toutes les compétences nécessaires pour être capable, par exemple, de manger des morceaux. Un steak. Un steak, exactement. Donc, ça va vraiment se perfectionner jusqu'à 8 ans. OK. En fait, c'est comme le reste du développement sensorimoteur. Motricité globale, motricité fine, ça devient relativement mature autour de 8 ans aussi. Oui. Donc, entre 4 et 6 mois, au début, quand l'enfant commence à manger, on a un mouvement qui est vraiment plus de succion primitive, de suckling en anglais. La langue va faire des mouvements antéro-postérieurs, puis quand on va offrir, par exemple, des purées à l'enfant, c'est pas rare qu'on va en voir des purées ressortir. Antéro-postérieur, c'est comme avant-arrière, la langue qui rentre puis qui sort. Exactement. Donc, ça va vraiment être aussi un mélange de la langue et d'une petite succion aussi. On va entendre des bruits, par exemple. Comme au palais, la langue colle au palais. Pas tant au palais, c'est vraiment plus antéro-postérieur. Par exemple, la langue va aller beaucoup plus au palais, plus de haut en bas quand on va avoir une succion mature. Donc, ça, c'est comme le deuxième patron moteur qui s'intègre, si on peut dire. Donc, ça, c'est un mouvement de sucking. Et puis, il va y avoir une petite amplitude de mouvement de la mâchoire qui va justement permettre à la langue d'aller au palais puis d'être capable d'avoir une émergence de mâchonnement. OK. Le mâchonnement, ça va venir aussi après, donc plus vers 6 mois. Puis chez des enfants qui ont des problématiques neurodéveloppementales ou de tonus ou des différentes problématiques, en fait, c'est possible que ça ne suive pas les âges que je viens de dire. Dans le fond, c'est possible aussi qu'il y ait des retards dans l'acquisition de certains mouvements oraux. Donc, les âges sont approximatifs aussi. C'est vraiment en fonction du développement de chaque enfant, mais ça suit cet ordre-là. Donc, une succion primitive, une succion mature, un mâchonnement et après la mastication qui va aussi avoir tendance à devenir beaucoup plus mature vers 8 ans, plus rotatoire, plus de mouvements aussi de plus grande amplitude. Quand on mastique vers 12 mois, c'est sûr que ça n'a pas la même fluidité que quand on mastique à 8 ans. Donc, c'est pour ça que je dis que les mouvements vont se perfectionner entre 15 mois surtout et 36 mois, mais peuvent aller jusqu'à 8 ans pour se perfectionner. Est-ce que ça suit un peu ce qu'on observe, en fait, ce qu'on entend avec le langage? Donc, la qualité de l'articulation puis la prononciation des sons s'améliore aussi au fil du temps? C'est certain. C'est sûr que ça relève moins de tout ce qui est de la parole, le langage. C'est plus en lien avec l'orthophonie. Mais effectivement, c'est pas rare que quand on voit des mouvements oraux se développer, ça a un impact aussi sur certains sons. Mais pour évaluer ces compétences-là, ça va être plus en orthophonie. OK. À venir dans un prochain épisode. Exactement. Alors, lorsqu'il y a des défis, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça peut bloquer pour un enfant et les causes, c'est pertinent d'en parler? Oui, écoute, il y a plusieurs défis possibles à l'alimentation en lien avec la motricité orale. Il peut y avoir des difficultés dans l'introduction des aliments aussi parce que l'enfant, pour différentes raisons, peut avoir une motricité qui est un petit peu moindre que celle attendue pour son âge. Par exemple, quand on a de la difficulté à l'introduction des aliments, ça peut être des causes médicales, par exemple des allergies, des reflux qui font en sorte que l'enfant pourrait vivre déjà des inconforts au niveau digestif, puis ne pas être porté non plus à mettre des aliments dans sa bouche. Puis, comme on a peu d'intérêt, des fois parce qu'on a de la douleur ou de l'inconfort, ça peut amener justement à pas avoir le goût de manger. Et là, ça pourrait aussi retarder l'acquisition de certaines compétences orales-motrices à ce moment-là. Donc ça, c'est pas rare que ça arrive. C'est un peu de dire, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui vient avant? Est-ce que c'est parce que l'enfant se pratique pas assez qui est pas si bon, si on peut dire ça comme ça? Oui. Mais c'est aussi des fois parce que l'enfant a des difficultés à ce niveau-là qui ne va pas être porté à manger certains aliments. Donc, c'est vraiment... faut évaluer, il faut observer l'enfant pour dire c'est quoi les causes possibles. Et puis, quand on parle de difficultés à l'introduction des aliments, c'est sûr aussi qu'il peut y avoir des causes anatomiques, par exemple la forme du palais, la forme des lèvres. Il y a certains enfants qui ont des fissures, par exemple, labiales, donc ils vont avoir des interventions. Ça va impacter l'alimentation, ça, c'est certain.
Et puis, il peut y avoir aussi des difficultés sensorielles qui peuvent expliquer que l'enfant porte moins d'aliments à sa bouche, par exemple. Donc, tout ça, ça entrerait dans la catégorie défis avec l'introduction des aliments. Est-ce qu'il y a d'autres types de défis avec la motricité orale et l'alimentation? Certainement, il y a plusieurs défis qui peuvent être rencontrés. Par exemple, si on parle plus de motricité orale à l'alimentation, il y a des enfants qui vont s'étouffer aussi à l'alimentation. Et ça peut être pour différentes raisons. Tantôt, tu me parlais des causes. Bien, ça peut être l'environnement, par exemple, qui est mal adapté aux besoins de l'enfant ou aux capacités de l'enfant. Par exemple, manger en se déplaçant. Ça peut mettre l'enfant à risque. Mais il peut évidemment y avoir aussi une réelle dysphagie. Donc, un trouble de déglutition ou une incoordination des structures, de la coordination à l'alimentation, donc des difficultés au niveau de la respiration, de la déglutition. Il peut y avoir également des textures qui sont non adaptées aux capacités de l'enfant, ce qui fait en sorte qu'il peut s'étouffer. Donc là, c'est très, très grave. Et certains désordres neurologiques, par exemple la paralysie cérébrale, peut faire en sorte aussi que l'enfant va avoir des compétences orales et neurologiques qui vont affecter son alimentation. Mais Marie-Pierre, quand tu me parles d'avoir un type d'aliment, une texture d'aliment qui est adaptée aux compétences actuelles de l'enfant, la DME, qui est la diversification alimentaire menée par l'enfant. Exactement, qui est finalement comme de manger des aliments plus matures ou adultes. Explique-le donc. Oui, parfait. Donc, la DME, c'est la diversification alimentaire menée par l'enfant. Donc, le parent offre des aliments solides à l'enfant dès le départ pour que l'enfant porte lui-même les aliments à sa bouche et soit capable de développer sa motricité orale. Donc, c'est une forme d'alimentation qui a des bienfaits, qui est très positive. Comme parent, on peut choisir de faire une approche plus classique avec l'introduction des purées qu'on va faire évoluer en texture au fil de l'acquisition des compétences de l'enfant. Et on peut aussi choisir de faire la DME. Et certains parents vont aussi choisir de faire une approche un peu hybride, de donner des purées à l'enfant, mais aussi, en même temps, dans le repas, donner des morceaux. Et là, sans vouloir me faire lancer des roches, il y a des gens qui sont très pro-DME, qui vont ne jurer que par cette approche-là. Il y a des gens qui sont contre. Donc là, c'est sûr qu'il faut s'informer comme parent. Mais si on revient à ta question qui est, est-ce qu'on peut donner des aliments solides à l'enfant dès le départ? Oui, on peut donner des aliments, surtout si l'enfant, des aliments solides, surtout si l'enfant n'a pas de problématiques au niveau de son tonus ou de problématiques neurodéveloppementales. Si on voit que son enfant développe ses compétences de manière typique, si je peux dire, bien, à ce moment-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème à faire la DME avec l'enfant. Puis, ça a des bienfaits d'une certaine façon parce que l'enfant va vraiment apprendre à manipuler les aliments, va avoir toute une exploration sensorielle, sensorimotrice aussi, donc sensorielle au niveau des mains, des lèvres, mais aussi au niveau de la langue, de la bouche. Ça va développer ses compétences plus vite ou moins vite qu'une approche traditionnelle. Ça, les études ne s'entendent pas là-dessus. Mais c'est sûr qu'il faut, de toute façon, adapter la texture en fonction des besoins de l'enfant. Par exemple, justement, un bébé de 6 mois qui commence à manger, puis on lui offre un morceau de steak. On ne peut pas s'attendre à ce qu'à 6 mois, l'enfant soit capable de mastiquer le steak. On peut quand même lui offrir, si on est en DME, un morceau de viande pour téter, mâchouiller, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'un enfant de 6 mois soit capable de mastiquer le steak. Et aussi, moi, je vois souvent en clinique, par exemple, des enfants plus vieux, de 6 ans. Mettons qu'on parle d'un cas, un enfant de 6 ans qui mange que des purées. Pour différentes raisons. Et cet enfant-là a différents diagnostics, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, possiblement un retard aussi global de développement, tout ça. Donc, cet enfant-là n'est pas en mesure de manger des morceaux. Donc, c'est pas selon l'âge non plus, c'est vraiment selon les compétences. Puis cet enfant-là mange des purées, des aliments grumeleux, des textures plus liées. Il faut adapter l'aliment, la texture de l'aliment, il faut l'adapter en fonction de l'enfant parce que si on lui donne à cet enfant-là des morceaux, il est à risque d'étouffement parce que tantôt, on n'a pas beaucoup parlé de la latéralisation linguale aussi, qui est une autre compétence qui va s'acquérir dans le développement, mais qui est nécessaire pour
mastiquer et bien manger des morceaux. Fait que ça veut dire les mouvements de la langue sur les côtés. Exactement. Qu'on a besoin quand on mastique, quand on mange, on a besoin d'aller chercher le bolus alimentaire dans la joue pour venir le mettre au milieu de la langue et éventuellement être capable de l'avaler. OK. Donc, c'est une question de zone proximale du développement. Exact. Donc, s'assurer que l'enfant a les compétences ou qu'il est prêt à développer ces compétences-là lorsqu'on offre un aliment plus complexe en texture. Oui. Puis, ça ne veut pas dire de ne pas exposer l'enfant aux aliments. Ça veut juste dire d'adapter, en fait, la texture aux compétences de l'enfant. OK. Peu importe l'approche qu'on choisit, en fait, là, que ce soit une approche plus classique ou une approche DME, il faut s'assurer de donner une texture adéquate à l'enfant pour pas que ça le mette à risque d'étouffement. Bien, merci pour cette parenthèse-là sur la DME. Oui. Moi, mes enfants sont grands. C'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup ou du tout. En fait, je n'ai entendu parler plus de maintenant. C'est plus à la mode. Qu'il y a 20 ans. Exactement. Oui. OK. Alors, si on revient à ce qu'on était en train de faire, qui était d'explorer les différents types de défis et leurs causes qui peuvent toucher l'alimentation, est-ce qu'il y avait d'autres catégories? Il y a plusieurs autres catégories. Par exemple, si on fait un survol des difficultés de comportement, moi, je prends toujours un peu ce terme-là avec des pincettes, si on peut dire, parce que quand le parent consulte pour des difficultés de comportement au repas, bien, en fait, le comportement est le symptôme d'une problématique. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours un manque d'intérêt ou un refus. En fait, le refus va signifier quelque chose. C'est que l'enfant, l'aliment n'est pas adapté soit à ses goûts, n'est pas adapté à ses capacités orales motrices. Donc, il faut voir aussi pourquoi il y a des difficultés de comportement au repas. Donc, ça, je le survole parce que c'est très large comme sujet, là, mais c'est vraiment d'observer pourquoi l'enfant va faire des crises ou pourquoi l'enfant ne veut pas venir s'asseoir à la table. Il y a multiples raisons qui peuvent expliquer ça, mais je pense que ça pourrait faire même l'objet d'un autre capsule. Oui, moi, je prends des notes, on accumule des prochains sujets. Donc, je veux le répéter parce que c'est vraiment important ce que tu viens de dire. Puis c'est souvent le motif de consultation, le comportement. Donc, le comportement n'est pas le problème, c'est le symptôme du problème et il faut y porter attention. Là. Exactement. Chercher la cause là, derrière les refus parce qu'il y a toujours une cause. Là. C'est pas, moi, ça ne m'est jamais arrivé là, en 13 ans de pratique que je vois un enfant que c'est juste un manque d'intérêt puis un refus. Il y a toujours d'autres causes qui se passent en arrière. Et ça, je répète aussi, mais je nomme que c'est pas... je le dis souvent en clinique, mais je ne l'ai pas dit encore aujourd'hui. Ce n'est pas la faute des parents. 95% des problématiques d'alimentation ne sont pas la cause. C'est pas en lien avec le parent ou des compétences parentales. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que l'alimentation, c'est une activité fréquente dans une journée. Oui. Hein, vraiment, minimum 3 repas, en plus des collations. Puis quand on parle même d'un petit bébé, les boire, ça peut aller jusqu'à 12 fois par jour là, au début. Donc, quand on vit une problématique, le parent a souvent tendance à sentir que c'est de sa faute. Mais à moins de négligence là, ou de problématiques graves, que ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, d'un autre épisode, mais à moins de... Je t'engage comme coordinatrice des futurs épisodes. Mais tout ça pour dire que c'est pas la faute du parent dans la grande majorité des cas parce que ça vient toucher les compétences parentales, de dire je ne suis pas capable d'offrir à mon enfant ou de donner à mon enfant les aliments dont il a besoin. Donc, ça vient vraiment... C'est très... très émotif. C'est une cause... Souvent, les parents sont en pleurs en consultation parce que ça vient vraiment les chercher puis ils ont peur à la croissance, au développement de leur enfant. Oui, merci du rappel. Je pense que c'était super important de le faire. Il y a d'autres causes? Oui. C'est sûr que moi, mon dada, comme tu as mentionné au début, c'est la sélectivité alimentaire. Oui. La sélectivité alimentaire, ce n'est pas toujours en lien avec la motricité orale. Il y a souvent, en fait, majoritairement, il n'y a pas de lien cause à effet. Mais ça peut arriver, par contre, que les retards ou les difficultés au niveau de la motricité orale vont avoir un impact sur les textures qui vont être acceptées. Ça, c'est vrai que ça a un lien parce que si, un peu comme l'exemple que je parlais tantôt, l'enfant qui a des difficultés développementales, multiples diagnostics, multiples conditions, mais ne va pas être en mesure de manger des solides. Mais ce n'est pas nécessairement que ça qui explique que l'enfant va être sélectif. Puis, la sélectivité alimentaire aussi, on en entend de plus en plus parler, puis c'est très large, la sélectivité alimentaire.
Qu'est-ce que tu veux dire par très large? Il y a différentes facettes à ça ou présentations? Exactement. C'est que c'est comme un continuum, si on peut dire. On parle de... C'est un terme général, mais quand Ouais. on creuse ça, on pourrait avoir un enfant qui a un profil de picky eater, donc un enfant difficile Ouais. quand on regarde Ouais. la littérature ou sur Internet. Puis ça peut aller à une problématique plus de sélectivité alimentaire. Puis à l'autre bout du continuum, on pourrait avoir même l'ARFID, qui est l'acronyme en anglais. En français, ce serait le trouble de l'alimentation évitante et restrictive. Donc, ça, c'est comme aussi un nouveau diagnostic dans le DSM-5. Un diagnostic qui est, en fait, qui fait jaser parce que ce n'est pas tous les auteurs ou tous les professionnels qui sont en accord avec ce diagnostic-là, mais en fait, ça témoigne d'une grande difficulté à l'alimentation, puis d'une peur aussi de manger des aliments. Et moi, j'ai déjà rencontré le terme néophobie. Ça va où dans ce continuum-là, la néophobie? La néophobie alimentaire, c'est une phase normale du développement. Donc, presque tous les enfants vont vivre une phase de néophobie. Les auteurs ne s'entendent pas non plus sur un âge développemental typique, mais ce qu'on voit en général, c'est autour de 18-20 mois, donc peut-être à l'approche du 2 ans. Puis ça peut aller, il y a des auteurs qui parlent de 5 ans, d'autres auteurs qui parlent de 6 ans, même certains auteurs qui parlent de 8 ans. Donc on voit que c'est large, entre grosso modo 2 ans et 7 ans, si on peut dire ça comme ça. Donc l'enfant va avoir une peur de la nouveauté, une peur de goûter, d'explorer des nouveaux aliments. Il peut même en rejeter certains aliments. Puis ça, comme parent, c'est souvent stressant parce que notre enfant n'a plus le goût de venir manger, n'a plus le goût, ce qu'il mangeait avant, des fois, il va le perdre. J'aurais tendance à dire que faut rester zen par rapport à ça parce que c'est une phase normale. Donc, l'important, c'est d'être dans le plaisir à découvrir des aliments, de jamais forcer non plus un enfant à manger, de continuer à l'exposer à ces aliments-là. Puis, généralement, c'est une phase qui va partir d'elle-même. C'est une phase normale qui est aussi en lien avec l'âge cognitif de l'enfant. Donc, un enfant qui va avoir, par exemple, un retard intellectuel, ça se peut que cette phase-là se passe plus tard dans son développement parce que c'est vraiment en fonction de l'âge cognitif de l'enfant. Et ça va passer. Ce qui n'est pas normal, c'est si ça perdure dans le temps. Là, on va plus justement aller vers un profil d'enfant plus sélectif. Et puis là, ben, les causes liées à cette sélectivité-là, ben, il y en a énormément de causes possibles. Est-ce que c'est vraiment une peur, comme une phobie de l'aliment, ou c'est plus un évitement, un malaise avec l'inconnu, ou c'est comme une phobie, là? J'ai peur des chiens, j'ai peur des aliments que je ne connais pas? Tu parles de sélectivité alimentaire ou tu parles de néophobie? Néophobie. C'est vraiment... Ben, le terme parle de phobie. Ça peut prendre différentes intensités selon l'enfant, j'aurais tendance à dire. Il y a des enfants que ça va vraiment créer pour eux des réactions intenses, mais il y a certains enfants que ça va plus être un refus de certains aliments sans aller à une crise ou une désorganisation non plus. Donc, comme parent, il faut s'ajuster. Mais ce n'est pas une réelle phobie, c'est plus une phase développementale qui est présente, mais qui va partir. Mais est-ce que ça peut aller avec la réponse du parent à ça? Donc, l'enfant qui repousse l'aliment parce que c'est inconnu. Et si le parent y insiste beaucoup, là, ça peut devenir plus phobique à quelque part de « Oh non, non, on insiste trop. » Et là, j'ai peur dès que je vois l'aliment. C'est jamais une bonne idée de forcer, en fait. Là, peu importe où on se situe dans notre continuum, est-ce qu'on est dans une phase de néophobie, est-ce qu'on est dans une problématique d'enfant plus difficile? Je mets aussi ce terme-là entre guillemets, là, parce qu'on réfère plus enfant difficile, c'est la traduction de picky eater. Mais peu importe qu'on soit même à l'autre bout du continuum en ARFID, si on veut dire, c'est jamais une bonne idée de forcer. Donc, c'est sûr que si là, on est dans un pattern où des moments au repas qui ne sont pas agréables ni pour le parent ni pour l'enfant, mais on peut créer des encodages négatifs. Donc, éventuellement, même des traumatismes. Le mot est fort, mais ça peut aller au terme traumatisme. Et à ce moment-là, c'est sûr que l'enfant ne sera jamais tenté de manger cet aliment-là s'il l'a encodé négativement. Est-ce que c'est pas pire, ce phénomène-là d'encodage négatif avec les jeunes autistes? Oui. Donc, on dit souvent que c'est pas nécessairement la première bouchée qui est la plus difficile, c'est des fois la deuxième et la troisième bouchée chez un enfant autiste, par exemple, qui peut vivre de la sélectivité alimentaire. Parce que je fais une parenthèse, il y a quand même énormément d'enfants autistes qui vont vivre de la sélectivité alimentaire.
Je peux-tu juste expliquer ce que c'est la sélectivité alimentaire? Parce que pour moi, c'est un Oui. terme connu, mais peut-être que pour les gens qui nous écoutent, c'est moins connu. Merci de penser à nos auditeurs. Oui, vas-y, explique-le absolument. Donc, je cite la définition d'un certain auteur qui est Dovey. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est une consommation d'une variété inadéquate d'aliments tout en rejetant une quantité importante d'aliments qui leur sont familiers et ou non familiers, incluant des éléments de la phobie alimentaire et allant jusqu'au rejet d'une texture spécifique d'aliments. En gros, ce que ça veut dire, là, cette définition-là aussi, les auteurs, c'est pas unanime, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un manque de variété, il y a un rejet d'aliments, puis il y a souvent une sous-représentation d'une ou plusieurs catégories alimentaires. C'est pas que ça, mais c'est souvent les fruits et légumes qui sont sous-représentés ou les viandes et substituts. Donc, moi, je ne rentre pas nécessairement dans les valeurs nutritionnelles des aliments. On est plus dans le fonctionnement de l'alimentation en ergothérapie. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que cette sélectivité alimentaire-là va avoir des impacts sur le fonctionnement de l'enfant et sur l'enfant autiste, pour revenir à ce qu'on disait. Chez l'enfant autiste, ben, ça va créer beaucoup d'anxiété d'être exposé à des nouveaux aliments. Ça peut mener à des refus. Ça peut mener à des organisations aussi. Donc, il faut vraiment... C'est du cas par cas un peu parce que c'est pas tous les enfants autistes qui vont avoir le même répertoire alimentaire et le même fonctionnement à l'alimentation. Mais on dit qu'il y a, encore une fois, selon les auteurs, les statistiques sont différentes. Environ 80% des enfants autistes qui ont des aversions alimentaires, donc ils vont avoir peur de certains aliments. Et puis, il va y avoir entre 58 et 67% des enfants autistes âgés de 3 à 18 ans qui vont vivre de la sélectivité alimentaire. Et c'est souvent plus présent après 3 ans. Souvent, l'enfant peut ne pas avoir vécu de difficultés à l'introduction des aliments. Puis souvent, le répertoire alimentaire va se restreindre avec le temps. Puis là, l'enfant va venir à manger quelques aliments seulement, puis va avoir perdu beaucoup d'aliments. Donc, quand on parle de rejet d'aliments, tantôt dans la définition, il y avait ça, c'est que l'enfant va perdre des aliments dans son répertoire alimentaire. Et là, ça devient compliqué. Très compliqué parce qu'on ne veut pas qu'il en perde d'autres. Et parce qu'aussi, on veut s'assurer qu'il y ait tous les nutriments pour qu'il puisse grandir et développer aussi sa motricité orale. Mais ça me fait penser au sensoriel. C'est dur de parler de moteur sans parler de sensoriel. Et quand tu dis qu'il y a 80% des jeunes autistes qui peuvent avoir une sélectivité alimentaire, les statistiques nous disent qu'il y a 80% aussi des autistes qui vont avoir un problème sensoriel, notamment avec la modulation de l'hyperréactivité. Et dans cette clientèle-là, bien, le développement sensoriel se fait différemment et le décodage finalement des goûts puis tout ça peut pas toujours bien se faire au début et se raffiner. Puis à ce moment-là, l'enfant devient plus sélectif parce qu'il perçoit plus. Exactement. Il y a différentes hypothèses par rapport aux difficultés sensorielles puis leur impact sur l'alimentation des enfants autistes. Mais clairement, il y a presque toujours des problématiques sensorielles. L'enfant autiste va avoir ses propres préférences sensorielles. On est aussi dans les préférences sensorielles. Donc, il peut y avoir une hyper-réactivité, souvent même visuelle, parce que l'enfant autiste va même visuellement tout de suite rejeter les aliments sans même les avoir portés à la bouche. Donc, c'est comme s'il y avait une suranalyse visuelle, un décodage trop grand, donc va rejeter des fois juste à cause des petits poivres ou des petites épices, va rejeter certains aliments. Donc, on sera parfois même pas capable de lui faire goûter les nouveaux aliments ou les aliments même connus qu'il a déjà qu'il aurait rejetés. Donc, il y a des aspects visuels, d'hyperréactivité visuelle. Il y a également très souvent, des hyperréactivités orales. C'est comme si l'enfant autiste vivait une expression plus intense des stimuli qui se passent dans sa bouche. Donc, les petites grumeaux sur la langue ou même des fois différentes textures là, vont le faire réagir. Il y a certains enfants, même le bruit de la mastication va les déranger avec des aliments croquants. Donc, ils ne pourront pas manger d'aliments croquants. Ils vont plus être dans des aliments plus mous, plus lisses. En général aussi, pas tous, mais en général, les enfants autistes vont aimer les aliments qui sont cohésifs, donc qui vont former une pâte dans la bouche, qui vont être faciles à mastiquer parce que c'est moins difficile aussi sensoriellement. Il y a moins de petits
de petits morceaux qui se promènent partout. Donc, quand on parle d'aliments cohésifs, ça peut être du macaroni au fromage, du pain, des pâtes d'ours. C'est des aliments qui vont former vraiment une pâte dans la bouche. On ne parle pas d'une carotte crue là, qu'on mastique, puis que là, il y a plein de petits morceaux qui vont se promener partout. Je ne dis pas que les enfants autistes ne mangent pas de carottes crues. C'est vraiment du cas par cas, mais en général, on voit une appréciation des textures plus cohésives. Donc, clairement, il y a quelque chose de sensoriel qui se passe, mais il faut évaluer les besoins de chaque enfant pour être sûr de faire un bon portrait sensoriel de l'enfant pour vraiment pouvoir après adapter les aliments et les textures en fonction de ses compétences orales, mais de ses préférences sensorielles aussi. C'est tellement intéressant. Je te laisserai pas partir, on continue. Y avait-il d'autres causes? D'autres défis? Bien, il y a plusieurs défis. C'est sûr que il pourrait y avoir, tu sais, si je vais un petit peu plus vite là, dans le détail, il pourrait y avoir justement des causes à la sélectivité alimentaire, des causes des expériences négatives, traumatisantes, des problèmes digestifs, des intolérances, des difficultés dans l'enfance, un petit poids de naissance, par exemple, des difficultés sensorielles aussi. Mais tout ça n'est pas juste exclusif à la sélectivité alimentaire. Tu sais, tous les facteurs que je viens de nommer peuvent avoir aussi des impacts sur la compétence à l'alimentation et sur le développement de l'alimentation. Il y a aussi des facteurs génétiques aussi. En général, quand on parle de sélectivité alimentaire, il y a plus de garçons que de filles qui en sont touchés, oui. Il y a aussi des prédispositions génétiques. Par exemple, si la mère a des difficultés alimentaires, il y aurait aussi ces enfants seraient plus susceptibles d'avoir cette difficulté-là. Est-ce que tu penses que c'est la sélectivité alimentaire en quelque sorte qui a une base génétique ou c'est plus le trouble peut-être neurodéveloppemental du parent qui, lui, est génétique, qui se transmet vers l'enfant, par exemple l'autisme? Je pourrais pas dire hors de tout doute. C'est sûr qu'il y a un facteur génétique parce qu'il y a au niveau neurodéveloppemental des choses qui se transmettent au niveau des gènes, mais il y a, c'est sûr, une partie qui est en lien avec l'environnement aussi. Parce que si le parent est sélectif, on pourrait penser qu'il présente moins d'opportunités à l'enfant et puis pourrait aussi craindre les repas ou être anxieux face aux repas. C'est un bon point. Tu sais, tantôt, je disais que c'est pas la faute du parent, mais c'est sûr que des fois, il y a des facteurs contributifs au niveau environnemental qui peuvent avoir un impact là, sur l'alimentation de l'enfant. Donc, par exemple, si un parent ne mange pas de brocoli, allons dire que le brocoli, si un parent ne mange pas de brocoli, l'enfant n'a jamais vu le brocoli puis n'est pas exposé à cet aliment-là, bien, il y a très peu de chances que l'enfant dévore des brocolis, là, on s'entend. Mes enfants ne mangent pas de brocoli, moi non. Non! Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas le brocoli? J'aime pas le brocoli. je tolère le pas cuit, mais le cuit, il n'y en a pas question. C'est pas possible. Non. Il reste-tu des causes? On pourrait penser aussi à, tu sais, tantôt on parlait de comportement, on pourrait penser aussi qu'il y a des facteurs qui contribuent aux difficultés d'alimentation. Ce serait la pression parentale, un parent qui force un enfant à manger ou qui met des renforcements. C'est sûr qu'à long terme, ça, c'est pas bon. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres causes au niveau neurodéveloppemental, mais je pense que pour les besoins de l'épisode, on pourrait s'arrêter là. Parfait. Alors là, ce qui me vient en tête, c'est le fait que les opportunités sont importantes pour la maturité de ces habiletés-là. C'est le dépistage précoce des défis d'alimentation pour intervenir le plus tôt possible, pour éviter les problèmes secondaires. Donc, à partir de quand on se rend compte qu'il faudrait consulter, qu'il pourrait se passer quelque chose à ce niveau-là? J'aurais envie de te dire que dès qu'on voit qu'il y a des difficultés, même en bas âge, avec la prise du biberon ou l'allaitement, il faudrait consulter parce que ce n'est pas toujours en lien avec des difficultés d'autisme ou il ne faut pas faire peur aux parents. Ce n'est vraiment pas en lien avec toujours des problèmes neurodéveloppementaux, mais des fois, quand on se rend compte qu'il y a des difficultés même au boire dès la naissance, c'est bon d'aller vérifier certaines choses parce que même dans un autre épisode, on parlait de torticolis congénitale. Donc, si on n'est pas à l'affût de ces difficultés-là, ben ça peut mener aussi à une exacerbation éventuellement des difficultés orales motrices. Donc, dès la naissance, puis souvent aussi en clinique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un autre âge qui est important, c'est à l'introduction des aliments vers 6 mois, grosso modo, selon quand on présente les premiers aliments.
les premiers aliments à l'enfant, à ce moment-là, on va souvent voir des difficultés. Les parents vont se questionner parce que des fois, l'enfant va recracher beaucoup les aliments parce qu'il va être plus justement dans un patron immature de succion primitive. Donc, c'est souvent un moment qui est anxiogène pour les parents quand ça ne se passe pas bien. Souvent, on voit plus de consultations à ce moment-là. Une autre période aussi un peu critique, si on veut, c'est vers 12 mois où quand l'enfant mange pas vraiment comme le reste de la famille, parce que grosso modo, si c'est vers 12 mois que l'enfant normalement aurait les compétences orales motrices pour manger différentes textures à peu près comme la famille. Je parle pas de sushi, là, je parle de pâté chinois, de pâtes ou de viande, des légumes cuits, des choses comme ça. Donc, normalement, l'enfant, vers 12 mois, serait capable de manger ces textures-là. Donc, ça, c'est souvent aussi un moment qu'on peut observer un petit peu plus d'inquiétude parentale. Puis, tantôt, j'ai oublié de te dire aussi qu'on parlait de sensoriel, puis j'ai oublié de te dire que il y a quand même une phase aussi un peu critique dans le développement. Vers 9 mois, c'est important que l'enfant ait été exposé aux textures grumeleuses. Donc ça, si on parle de pas seulement des granules, mais plus des grumeaux, un petit peu plus larges comme morceaux, ou des solides mous, en fait. On veut que l'enfant ait eu de la texture dans sa bouche, qu'on ait fait de l'approche plus classique ou la DME. On veut que l'enfant ait été exposé à des textures parce que si on passe cet âge-là puis que l'enfant est exclusivement puriliste, par exemple, ça pourrait lui donner plus de chances de vivre la sélectivité alimentaire. Donc, on revient un petit peu aux causes, là. Est-ce que c'est la motricité qui influence le développement sensoriel? Est-ce que c'est le développement sensoriel qui influence la motricité? Tout ça est interrelié. Donc, autant au niveau des compétences motrices, l'enfant doit avoir développé ses compétences vers 9 mois et doit avoir vécu des expériences sensorielles pour lui permettre par la suite d'en vivre d'autres plus complexes au niveau sensoriel. Mm-hmm. Est-ce que, dans le fond, c'est comme si le système nerveux ne rencontre pas certaines sensations et une fois qu'il les rencontre plus tard, que c'est peut-être dangereux, que c'est pas normal. Donc, il faut réagir puis il faut repousser. Oui, c'est ça. Donc, il faut avoir donné des opportunités à notre système nerveux d'enlever le red flag danger par rapport à ces sensations-là. Mm-hmm. OK, d'accord. Alors, si je résume un peu, à la naissance, déjà les premières difficultés avec la succion, ensuite à l'introduction des solides vers 6 mois et ensuite au passage à l'alimentation plus typique d'une famille vers 12 mois, qui on consulte parce que la première réaction, c'est d'en parler au pédiatre. Et c'est normal d'avoir des hésitations, j'imagine, par exemple, à l'introduction des solides. Alors, si le pédiatre, par exemple, nous dit c'est normal d'avoir des difficultés, soyez patient, ça va passer. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on serait mieux de prendre un rendez-vous, d'aller voir un ergothérapeute, par exemple? Ça dépend de l'intensité, un petit peu des difficultés puis de l'impact que ça a sur l'enfant. Tu sais, c'est quand même normal qu'au début, ça soit pas toujours simple de nourrir son enfant. Puis il y a des enfants pour qui c'est très facile puis ça se passe très bien. Il y a des enfants pour qui c'est plus exigeant. On n'a pas tous les mêmes compétences sensorielles et compétences motrices non plus. Donc, il ne faut pas baisser les bras dès les premières difficultés. L'idée, c'est d'y aller peut-être plus souvent, moins longtemps, en moins grande quantité, de viser le plaisir aussi. Puis avant 1 an, c'est sûr que c'est le lait qui est l'aliment principal de l'enfant. Donc, il faut voir les opportunités de repas puis de collation justement comme des opportunités de développer des compétences, pas nécessairement comme des moments où l'enfant doit ingérer absolument certaines quantités. Fait qu'il faut viser le plaisir, l'exposition. C'est sûr que quand on a des enjeux de santé ou des enjeux au niveau de la croissance, bien là, c'est vraiment plus prioritaire de consulter. Et j'aurais aussi envie de dire que quand le parent sent qu'il y a quelque chose de pas normal, on devrait se fier à son instinct parce que c'est pas rare qu'il y a certains professionnels qui soient moins inquiets pour différentes raisons, qui veulent aussi laisser l'enfant se développer. Donc, c'est d'évaluer aussi les facteurs là, qui entrent en ligne de compte, mais il faut en parler à nos rendez-vous médicaux. Dans le doute, j'aurais tendance à dire que c'est mieux de mettre son nom en attente sur une liste d'attente, puis quitte à annuler la demande là, en temps et lieu si les problématiques se passent, parce qu'on ne se cache pas que même au privé, il y a des listes d'attente, puis souvent, malheureusement, des délais de prise en charge.
Et en parler justement à notre médecin, notre infirmière, pour qu'ils puissent aussi faire une référence dans le réseau public là, avec Agir tôt. Maintenant, il y a des ergothérapeutes, il y a des équipes multidisciplinaires aussi qui peuvent prendre en compte, prendre en charge certaines difficultés assez tôt. On veut l'intervention précoce. On veut agir plus tôt pour éviter justement que l'enfant perde les aliments, ne développe pas bien sa motricité ou ait des enjeux au niveau de son développement, plutôt que d'attendre pas trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard, mais d'attendre plus tard puis que les impacts soient plus grands après pour l'enfant et sa famille. Donc, je vais prêcher pour ma paroisse. J'aurais tendance à dire que c'est des ergothérapeutes habilités à le faire qui sont les meilleures personnes, parce qu'on peut évaluer la personne, son environnement et l'occupation qui est de manger, parce que on a vu tantôt que l'environnement avait un impact. La personne aussi, est-ce que c'est des causes sensorielles, anatomiques, physiologiques? Il faut évaluer toutes les compétences orales, la motricité. Donc, il y a plein de choses aussi au niveau de la personne et en lien avec l'occupation qui est de manger. Est-ce qu'on utilise les bons outils? Est-ce que les textures sont adaptées? Donc là, l'ergothérapeute est habilité à évaluer ces 3 sphères-là. Et la meilleure équipe, c'est ergothérapeute, nutritionniste, orthophoniste. Mais tu sais, on ne se cache pas que c'est pas facile non plus d'avoir toujours accès à des services. Donc, donc c'est intéressant si on peut trouver un lieu professionnel qui comporte ces différents professionnels-là qui peuvent collaborer ensemble. Je suis curieuse, pour le Québec, concrètement, quand on parle qu'il y a un peu d'attente, est-ce qu'on parle de 3 mois d'attente, qui est déjà quand même long, ou est-ce qu'on parle de 2 ans d'attente? Ça dépend des régions, c'est malheureusement. Au public, je ne pourrais pas exactement te nommer le délai. C'est sûr que quand on parle d'alimentation, c'est souvent aussi des cas qui sont priorisés. Nous, en privé, les bébés de moins d'1 an, on les priorise aussi parce que ça a vraiment un impact après sur le reste de leur développement, sur leur croissance et tout ça. Donc, même au privé, il y a de l'attente, là, même si les difficultés sont importantes. C'est sûr que c'est vraiment du cas par cas, puis on fait l'analyse du dossier à ce moment-là pour prioriser, mais je ne pourrais pas te donner des délais là, précis. Et la porte d'entrée dans le réseau public, ça serait le pédiatre qui va nous référer à quelque part? Oui, exactement, oui. On lui en parle. Ou si on voit un spécialiste aussi, si on voit déjà une orthophoniste ou si on voit déjà un ergothérapeute au privé, pourrait aussi faire une référence vers le système public. OK. Alors, tu nous parlais un peu de l'approche de l'ergothérapeute qui va évaluer tout ça. Ça ressemble à quoi lorsqu'il intervient avec un enfant? Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? C'est toujours par le jeu en ergothérapie, en pédiatrie. C'est sûr que, avant, il faut faire l'évaluation. Puis comme tantôt, j'en parlais, il faut évaluer justement la personne, son environnement, l'occupation, par différents tests standardisés, des observations aussi des observations de l'enfant, des observations du moment du boire ou du repas, de la collation. Donc, c'est toujours aussi en lien avec différents tests, différentes observations qui sont faites. Après, l'ergothérapeute va émettre des recommandations pour l'enfant et sa famille et les milieux de garde, s'il y a lieu, ou l'école, selon l'âge de l'enfant. Et après ça, s'il y a des interventions qui sont nécessaires, bien, c'est là que c'est par le jeu, évidemment, pour que ça soit dans le plaisir. On parlait du plaisir tantôt. Il faut que l'alimentation, ça se passe dans le plaisir. Et puis là, bien, selon les difficultés qui ont été évaluées, ça peut être des exercices plus oromoteurs, ça peut être l'adaptation des textures, ça peut être des jeux sensoriels pour apprivoiser les aliments. Donc, c'est du cas par cas. C'est toujours des interventions qui sont individualisées pour que ça aide vraiment l'enfant et sa famille à ce que les repas se passent bien. As-tu des exemples concrets pour faire bouger des exercices de motricité orale qui sont ludiques? Oui, par exemple, souffler des bulles, souffler des chandelles, selon l'âge de l'enfant aussi, mâcher de la gomme, ou ça pourrait être aussi de mettre de la confiture ou de la tartinade de chocolat, pour ne pas nommer la marque, autour de la bouche pour vraiment venir développer les mouvements linguaux, pour venir faire la latéralisation, l'élévation de la langue, venir cacher aussi un petit peu de compote dans la joue pour venir travailler la langue sur le côté. Il pourrait y avoir aussi toutes sortes de grimaces faciales qu'on peut pratiquer au niveau praxique dans le miroir. Le parent pourrait en faire, puis l'enfant pourrait imiter ces gestes-là. Donc, on vient travailler aussi toute la musculature. On pense que l'alimentation, c'est simple, mais c'est
40 paires de muscles et 6 nerfs crâniens à chaque fois. Et ça implique différents systèmes, le système cardiaque, le système respiratoire, le système digestif. Donc, c'est vraiment très complexe. On peut faire des petits exercices à la maison. Est-ce que tous les enfants en ont besoin? Pas nécessairement, mais il y a toujours des bénéfices à travailler notre motricité. Et lorsqu'il s'agit de sélectivité, l'enfant qui ne souhaite pas interagir avec certains aliments, à quoi ça peut ressembler concrètement? Là, des exemples d'activités qui peuvent être ludiques pour l'enfant. Pour faire à la maison ou qu'on fait en intervention? Ben, en intervention, qui pourrait être aussi recommandé pour la maison. Oui, c'est très large, mais on peut travailler. C'est toujours dans le jeu, comme on disait tantôt. Donc, ça va être d'y aller aussi progressivement. On ne veut jamais mettre un enfant dans une zone où il n'est pas bien parce qu'on veut un encodage positif de l'aliment. On ne veut pas un encodage négatif. Donc, encore une fois, il y a différentes écoles de pensée par rapport aux interventions en sélectivité alimentaire, mais moi, je suis beaucoup dans apprivoiser l'aliment dans le plaisir, mais il faut aussi choisir l'aliment en fonction des préférences de l'enfant. Tu sais, tantôt, on parlait faut analyser les textures qui sont adaptées à l'enfant, il faut analyser aussi un petit peu son répertoire alimentaire actuel. Si l'enfant mange juste des aliments qui sont beiges, bien peut-être aussi qu'on peut aller vers un cousin de ces aliments-là pour que ça soit quand même pas un défi trop important. Tu sais, si l'enfant mange aucun légume, on n'ira pas tout de suite avec un brocoli, justement, fait qu'on va aller avec un aliment qui est cousin de l'aliment aimé de l'enfant, puis on va aller travailler à différentes façons pour que l'enfant puisse éventuellement le porter à la bouche. Mais tranquillement, ça peut être juste de tolérer la vue de l'aliment, toucher l'aliment, faire toucher le nez, donner un bisou. Donc, il y a différentes approches par rapport aux étapes qui sont nécessaires. Puis aussi, bien, justement, là, que l'enfant apprivoise aussi de manière intrinsèque cet aliment-là, puis que ça ne soit pas juste externe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce qu'on veut dire, c'est que mettons, avant, là, ça a quand même changé la pratique par rapport à ça. On était plus dans le renforcement. Tu sais, si tu touches à l'aliment, on va te donner une surprise. Ou, tu sais. Mais c'est prouvé comme quoi c'est pas souhaité parce qu'on veut que l'enfant développe sa motivation intrinsèque de découvrir cet aliment-là. Puis, c'est pas ça pour faire plaisir aux parents parce que l'encodage sera pas favorable. Puis, ultimement, il va pas vraiment finir par le manger. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut aller dans la notion de plaisir puis de jeu, peu importe le jeu avec lequel on joue. Là, les jeux, les possibilités sont infinies là, en intervention, mais il faut viser à ce que l'enfant découvre dans le plaisir. Donc, à la maison, si notre enfant a de la sélectivité alimentaire ou est plus difficile, entre guillemets, bien, c'est d'exposer aux aliments cousins, comme on parlait tantôt, aux aliments cousins pour qu'on ait plus de chances de succès aussi. Et truc aussi, c'est qu'on a tendance à, par exemple, si notre enfant a un répertoire alimentaire très garni au niveau des féculents, bien, on peut commencer par ces catégories-là les plus garnies. On ne va pas nécessairement aller aussi avec un défi trop difficile. Si notre enfant mange des pâtes d'ours, des biscuits au chocolat, du pain, des tortillas, des muffins, bien là, ça, c'est tous des féculents assez cohésifs. Mais on va aller justement essayer d'intégrer un autre féculent cohésif aussi, cousin, et non pas, par exemple, une pomme, parce que là, c'est trop loin des textures acceptées. Fait qu'il faut aller dans la catégorie la plus garnie du répertoire alimentaire de l'enfant. C'est pas nécessairement un gage de succès, mais c'est juste que c'est plus facile pour l'enfant de commencer avec des aliments plus susceptibles d'être aimés. Et des fois, ça, c'est contre-intuitif pour les parents parce qu'ils se disent, bien, pourquoi j'intégrerais quelque chose alors que cette catégorie-là est déjà garnie? Tu sais, mon enfant a besoin de fruits ou de légumes, certainement, mais le défi est peut-être trop grand pour l'instant. As-tu des exemples de cousins du macaroni au fromage, par exemple? Oui, mais le macaroni sans sauce au fromage, déjà, hein, tu sais. Le macaroni, par exemple, avec du beurre, ou une autre sorte de pâte aussi alimentaire qui serait, par exemple, si l'enfant mange que le macaroni au fromage, on pourrait aller avec une autre sorte de pâte. Des fois, juste la présentation visuelle de la pâte, un enfant peut accepter juste les macaronis ou juste les spaghettis. Donc, travailler à ce que l'enfant accepte une variété de pâtes. Il faut juste mettre un petit bémol par rapport à ça parce qu'il ne faut pas non plus modifier l'aliment de base de l'enfant.
Ah oui, Parce que si on que le perd... si on le perd, c'est compliqué de rajouter des fois. Donc, mettons, les 4-5 aliments principaux de l'enfant, faut pas y toucher. Puis, il ne faut pas faire des choses à l'insu de l'enfant parce qu'il va perdre confiance en nous. Ça, c'est important. Et après, si on perd un aliment, si on est dans le rejet d'aliments, que ça, c'était un aliment qui comblait beaucoup de ses besoins nutritionnels, bien, on est un petit peu dans la... Donc, il faut vraiment être prudent quand on modifie les aliments. Donc, moi, je suis plus, c'est encore du cas par cas, mais je suis plus à essayer de trouver un cousin, puis de présenter même des fois l'aliment en même temps. Voici ton macaroni au fromage que tu connais, et voici, par exemple, des penne donc, tu vois, ce n'est pas la même chose. Le but, ce n'est pas de te piéger. On en parle. Oh, ils ont une forme différente selon le niveau de l'enfant, selon son niveau langagier et cognitif, mais on peut lui illustrer, en s'adaptant à son fonctionnement, les différences de couleurs, de formes, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Parce qu'on veut ça, en fait, enlever l'anticipation, enlever la surprise pour que l'enfant découvre dans le plaisir. Je te résume ça beaucoup, mais c'est les grandes lignes. c'est tellement important. C'est un bon point. Merci. Donc, le podcast est écouté un peu partout sur la planète en francophonie. C'est pas tout le monde qui a Agirto ou un pédiatre ou un ergothérapeute. Donc, quelqu'un qui écoute ça et qui est un peu préoccupé de son enfant, qu'est-ce que ça serait des conseils que tu donnerais à cette famille-là pour adresser ça par eux-mêmes à la maison? D'observer. D'observer l'enfant, d'observer sa façon de manger, d'observer son répertoire alimentaire, d'analyser. Tu sais, oui, en ergothérapie, on est formé pour ça, mais le parent est quand même expert de son enfant. Donc, le parent est souvent capable de porter attention à ses mouvements de la bouche, sans être un professionnel dans ce domaine-là. On peut voir, là, est-ce que la mastication est facile? Est-ce que la langue ressort beaucoup? Est-ce que quand je donne toujours cette texture-là, c'est toujours refusé? Tu sais, on peut aussi, à un moment donné, faire des liens, là. Donc, dans les textures qui sont appréciées, dans les aliments qui sont appréciés au niveau de leurs caractéristiques sensorielles à ces aliments-là. Parce que l'enfant a des préférences sensorielles, mais l'aliment comporte des caractéristiques sensorielles. Puis des fois, il faut qu'il y ait un fit en bon français entre les deux. Là. Donc, de porter attention à ces choses-là et d'essayer aussi différentes présentations, d'exposer aussi l'enfant à différentes choses, puis de ne pas non plus toujours mettre l'enfant au défi. Parce que des familles où, tu sais, maintenant... il y a une panoplie d'aliments qui sont disponibles. Hein. Donc, des fois, pour un enfant qui a des petits enjeux alimentaires, c'est difficile de devoir toujours goûter à des nouveaux mets, de devoir intégrer dans son répertoire alimentaire 40 sortes de fruits. C'est difficile, tu sais, des fois, d'être un petit peu plus conservateur dans... Oui, c'est vrai. La bonne vieille banane, puis la compote de pommes, c'est des aliments aussi qui sont bons. On n'est pas obligé de manger tout le monde des litchis puis des fruits du dragon. Des fois aussi, il faut peut-être diminuer nos attentes comme parents. Je dis pas de ne pas exposer l'enfant à différents aliments. C'est juste qu'il y a certains enfants qui mangent jamais les mêmes mets parce que c'est des aliments préparés, c'est des aliments traiteurs. Donc, c'est comme s'ils peuvent jamais s'habituer à un certain goût. Donc, d'observer, puis de s'ajuster aussi dans nos attentes par rapport à c'est quoi un développement typique aussi de l'alimentation, parce que ça arrive aussi que y ait des parents qui disent, ben là, mon enfant est difficile, mange pas de kale ou de salade. Oui, mais non, j'apporterais un bémol. Il faut aussi aller avec l'enfant de manière générale, a quand même un certain goût plus typique aussi qu'il va aimer. Donc, de répondre à ses besoins, là, puis de ne pas viser nos besoins comme parents, d'être épicurien, puis de s'ajuster, en fait, au développement de notre enfant. Alors, l'objectif, ce n'est pas le répertoire le plus garni possible, mais un enfant heureux et en santé. Oui, exactement. Là, c'est vraiment, c'est super quand le répertoire est bien garni, mais l'alimentation, c'est pas un nombre X d'aliments. C'est, est-ce que fonctionnellement, on est capable
de manger lorsqu'on est en sortie, que les repas se passent bien à la maison, que notre enfant soit capable de manger des collations à l'extérieur aussi, soit capable d'être heureux à l'alimentation, comme tu l'as dit, de vivre du plaisir. Puis, tu sais, ultimement aussi, de développer une image corporelle saine, de développer un intérêt à manger en famille ou en collectivité. Donc, ça, c'est des concepts aussi qu'on pourrait reparler, mais qui sont... C'est important d'être dans le plaisir. Et si on aimerait consulter des ressources, est-ce qu'il y a des sites web, par exemple, avec des idées d'activités pour faire bouger la bouche ou d'autres choses, encore là, pour la famille qui n'a pas accès à un professionnel? J'aime beaucoup le livre de nutritionniste en pédiatrie qui parle aussi là, de c'est quoi une alimentation typique. On pourra mettre le lien probablement dans ta description. Sinon, il y a plein d'ouvrages aussi de nutritionnistes là, qui parlent plus du développement de l'alimentation. Sur le site aussi de la clinique pédiatrique de dysphagie et d'ergothérapie, il y a des capsules, des informations aussi pour... puis il va y avoir des formations aussi en ligne qui vont pouvoir se donner éventuellement. OK, bien, je vais rassembler tout ça, mettre ça disponible dans les notes sur le podcast. Est-ce qu'on a couvert le sujet? Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Bien, j'aimerais peut-être te parler des mythes à l'alimentation qu'on pourrait déconstruire peut-être pour conclure. Tout n'est pas sensoriel et tout n'est pas moteur. Hein? Je pense qu'on en a parlé pendant la rencontre, mais c'est vraiment multifactoriel. Il y a aussi certains parents qui ont comme en tête qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture, que ce n'est pas un comportement qui est acceptable. Bien, en fait, jouer avec la nourriture, ça apporte plein de choses au niveau sensoriel et au niveau moteur pour découvrir positivement les aliments. Donc, c'est sûr qu'il faut donner un cadre au repas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de cadre, mais ça peut être intéressant de manipuler les aliments avec les doigts, d'en mettre un peu partout, de faire des jeux avec les aliments pour les découvrir, donc pour jouer avec la nourriture. Donc ça, j'aimerais déconstruire ce mythe-là. Et le mythe que j'entends beaucoup, c'est qu'un enfant ne va pas se laisser mourir de faim. Ah oui! C'est un mythe qu'on entend, même qui est véhiculé des fois par les professionnels de la santé. C'est faux. C'est faux. Des enfants qui ont de réelles difficultés à l'alimentation, que ce soit des causes orales, motrices, en lien avec la motricité, ou que ce soit des causes sensorielles ou des causes vraiment là, au niveau de la dysphagie comme telle ou autre cause, un enfant peut refuser de manger et ça peut mener à des hospitalisations, à des gavages, à de la déshydratation. Donc, dans le doute, comme parent, consultez, attendez pas. Tu sais, ça revient un petit peu à la question que tu nommais tantôt. Il faut vraiment adresser ça parce que quand il y a un décalage entre les capacités de l'enfant et les aliments qu'on donne à l'enfant, puis que là, on n'arrive pas à trouver le bon fit en bon français, ben, ça se peut que l'enfant refuse complètement de manger, puis là, ben, ça va pas bien à ce moment-là. Donc, de vraiment aller adresser les difficultés là, quand ça devient vraiment problématique. Mais c'est une conclusion triste, mais vraiment pertinente. Oui, malheureusement, on s'entend, c'est quand même une minorité d'enfants qui vont se rendre à des situations dramatiques comme ça. Mais des fois, je trouve qu'il y a certains professionnels qui sont plus rigides que les enfants, de vraiment essayer puis de persévérer dans des fois des recommandations qui ne sont pas adaptées aux capacités de l'enfant. Des fois, il y a des recommandations qui sont vraiment en lien avec le cadre des repas, en lien avec certains aliments à continuer d'essayer. Des fois, ça ne fonctionne pas. Là. Il faut vraiment analyser la situation de l'enfant puis de ses compétences et de ces aliments qu'il aime, puis de l'adapter. Il faut s'adapter à l'enfant, peu importe que l'enfant soit neurotypique ou un problématique de développement. C'est vraiment du cas par cas. Ben voilà. Merci, Marie-Pierre. Ça me fait plaisir. C'est vraiment agréable. Bye-bye. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!